Alors bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vous propose la correction de l'activité de la séance numéro 2 que je vous ai proposée la semaine dernière. Donc cette séance traitait du début du chapitre sur le monde microbien. D'accord? Donc on va étudier les différents microbes dans ce chapitre et nous verrons ensuite comment fonctionne notre système immunitaire. Donc l'objectif principal du chapitre, ça va être de comprendre comment se protéger des risques de contamination et d'infection qui sont liés aux micro-organismes qui nous entourent. Micro-organisme, c'est le nom scientifique pour microbe, hein, mais ça veut dire exactement la même chose. Donc le grand 1, on étudiait le risque infectieux, c'est-à-dire les risques d'infection, qu'est-ce qu'une infection et quels sont les risques liés à tout cela. Donc, dans la première activité, je vous proposais d'étudier les différents types de microbes et leur mode de fonctionnement entre guillemets. Donc pour cela, vous aviez 4 documents, 5 documents même, avec une présentation de différents microbes, un petit aparté sur le Covid-19 puisque c'est d'actualité et que vous devez certainement entendre plein de choses à propos de ce microbe-là, donc autant essayer de comprendre ce qu'il en est. Et enfin, oh bah il y avait une erreur, c'est pas la carte de densité de population normalement, c'était les barrières de notre corps face aux organismes pathogènes. J'ai fait une petite erreur là, vous m'excuserez. Donc première question, je vous demandais de construire un tableau comparant les 4 exemples de microbes pathogènes. Donc vous aviez 3 exemples que j'avais pris dans votre bouquin, de Candida albicans, de Clostridium tetani et de Ebola. Vous aviez le document du Covid-19 pour le quatrième microbe, sachant que voilà, il a des particularités similaires avec Ebola, on le verra juste après. Donc comment faire pour construire un tableau de comparaison? Il fallait comparer déjà les noms, la catégorie, champignons, bactéries, virus, leur développement, leur mode de contamination, la maladie qu'ils entraînaient s'ils en entraînent une, et pourquoi pas les symptômes. Et je vous propose aussi de comparer leur taille, puisqu'on voit que il faut faire un grossissement différent sur les microscopes pour pouvoir les observer. Donc en guise de correction, je vous ai fait un petit tableau de correction. Voilà ce que ça pourrait donner. Après, si vous en avez un différent, il n'y a pas de souci. Je vous ai comparé le maximum de choses que l'on pouvait comparer à l'aide des documents proposés. Donc je vous le répète, on met les noms des microbes, leur catégorie. Donc on voit bien que Candida albicans est dans la catégorie des champignons. D'ailleurs, il se développe, il ne contamine pas. Il reste à la surface de la peau ou des muqueuses. Clostridium tetani était la bactérie qui entraînait la maladie du tétanos. Ebola est un virus qui entraîne la maladie Ebola. Et le Covid-19 est un virus également. Donc voilà, je ne vais pas relire tout le tableau. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour comparer ce que vous avez fait dans votre cahier et ce que j'attendais de vous. Cette information-là a son importance, notamment dans la question 2 de l'activité, parce qu'on voit que il y a des organismes qui sont plus gros, on a besoin de moins zoomer. Par exemple, sur un champignon, on a même des champignons qui sont pas microscopiques, hein, vous les connaissez, hein, c'est ceux qu'on cueille dans la forêt. Il y a des champignons microscopiques, ça commence toujours par une spore microscopique. On voit que les bactéries sont un peu plus petites que les champignons. Et là, on voit que dans les virus, c'est un autre ordre de grandeur. On n'est pas dans des zooms x 1000, x 2000, on est dans des zooms x 40 000. Donc c'est vraiment des micro-organismes plus que microscopiques, hein. Il faut des microscopes très très puissants pour pouvoir les observer. C'est des toutes petites particules. Pour le Covid-19, le document ne vous donnait pas sa taille, mais elle est de l'ordre de celle du virus Ebola, à un zoom x 40, 50 000. Donc voilà pour la correction de la question 1. En ce qui concerne la question 2, je vous demandais de citer les barrières protectrices du corps et de donner des exemples où il peut y avoir une contamination. Donc il suffisait voilà, de lire ce document pour comprendre qu'on avait des barrières naturelles de notre corps. Donc au niveau de nos yeux, au niveau de notre bouche, au niveau de nos poumons, au niveau de notre appareil digestif et au niveau de notre appareil génital, qui sont finalement les portes d'entrée possibles des virus. Et donc, on a des barrières naturelles qui nous protègent. Les muqueuses en fabriquant un mucus. Et donc, un mucus, c'est une substance un peu gélatineuse qui va empêcher les bactéries de rentrer dans nos cellules, puisque notre corps peut évacuer ces substances-là. Et donc, les portes d'entrée, bah, vous les voyez ici, elles correspondent aux muqueuses, hein. Par la voie respiratoire, le nez ou la bouche pour aller dans les poumons,
la voie digestive, donc c'est par la bouche ou par l'anus, la voie cutanée. D'accord, donc si on se blesse avec un objet rouillé que l'on trouve dans la forêt, ça peut être vecteur du tétanos parce que les bactéries qui sont présentes dans la rouille peuvent rentrer par la peau qui est blessée et par les voies génitales pour des rapports sexuels non protégés. Donc voilà, en fait, il suffisait de résumer ce document-là pour corriger la question 2. Ensuite, il me semble que c'était tout pour l'activité numéro 1. Et l'activité 2, il fallait comprendre la différence, notamment entre un virus et une bactérie. D'accord? Donc je vous demandais de comparer les caractéristiques d'une infection bactérienne et les caractéristiques d'une infection virale. Donc pour comparer un virus et une bactérie, on l'a déjà un petit peu fait dans la question 1 de l'activité 1. Déjà, ils n'ont pas la même taille. Une bactérie est plus grosse qu'un virus. Une bactérie va se diviser dans les liquides d'une plaie ou dans les liquides d'une zone qu'elle infecte. Et c'est ce que la bactérie va fabriquer, ce qu'on appelle une toxine, qui va nous rendre malades, qui va nous donner les symptômes. D'accord? Et on voit bien que au moment où on est infecté par le tétanos, on a le nombre de bactéries qui augmente fortement et que les symptômes apparaissent une fois qu'on a énormément de bactéries dans notre corps parce qu'elles vont fabriquer beaucoup de toxines. À l'inverse, le virus n'agit pas de la même manière. Le virus, il n'est pas capable de fabriquer quoi que ce soit tout seul, il est trop petit. Donc il va devoir rentrer dans nos cellules, infecter les noyaux de notre ADN, se fabriquer lui-même, donc il va utiliser la machinerie cellulaire de nos cellules à nous pour se fabriquer lui-même et aller infecter d'autres cellules. Donc les virus, eux, ils utilisent nos cellules. Les bactéries ne rentrent pas dans nos cellules, elles vont les infecter par leurs toxines, mais elles ne sont pas capables de rentrer dans nos cellules, contrairement aux virus. Donc voilà pour la petite différence. Et donc enfin, je vous proposais le bilan qui résumait les différents types de microbes, que nous avons des barrières naturelles qui nous protègent en temps normal, et qu'une fois que les microbes ont franchi les barrières naturelles, on parle de contamination. Le but de la troisième séance va être de comprendre comment limiter les risques d'infection et de contamination à travers des exemples. Je vous espère encore une fois toutes et tous en forme et je vous dis à très bientôt. Au revoir.